À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je suis entouré aujourd'hui à Mont-de-Marsan de sacrées landaises. Nous allons le constater dans les minutes à venir avec nos invités que je vais vous présenter. Ils tâcheront de répondre à travers leur parcours respectif à la question suivante que l'on se pose aujourd'hui, femmes, hommes, question de sexe ou de genre. Capté par les moyens techniques de TV7, retransmis en direct sur sudouest.fr, cet événement Sud-Ouest, sacrées landaises, est l'occasion pour nous de revenir et de recevoir des acteurs témoins et uniques. On le verra dans quelques minutes avec ces trophées qui nous attendent auprès de nos partenaires, la préfecture des Landes, le conseil départemental des Landes, la chambre de commerce et d'industrie, la mutualité française des Landes, la team Sama et l'entreprise Monsieur Meuble de Saint-Sevé. On salue et on remercie pour mener cette table ronde au théâtre du Pégué de Mont-de-Marsan cet après-midi la présence d'Alexia Serenis, rugbywoman transgenre qui mène une lutte contre les formes de discrimination auprès de la Fédération française de rugby. Elle nous dévoilera son parcours et ses obstacles. On va y revenir. Nous avons avec nous également Margot Labarthe de la team Sama, une association féminine inclusive qui œuvre dans les Landes pour les droits des femmes et notamment des personnes trans. Cette association féministe du territoire porte un regard précieux sur la place de la femme dans la société. Elle nous dira pourquoi et comment. Pour célébrer la pluralité féminine, nous aurons aussi le plaisir d'entendre Vanina Gourg de Fierté Landes, l'association LGBTIQ+, qui accueille et écoute les personnes en questionnement sur l'orientation sexuelle et le genre. Et en témoin avec nous cet après-midi, Dorian et Marie, ces deux jeunes lycéens de la cité scolaire Gaston Crampe d'Aire-sur-Adour. Ils nous diront ce que ce thème évoque pour leur génération et les questionnements qu'ils ont. Odile Faure, chef du département des Landes pour Sud-Ouest, est à mes côtés aujourd'hui. Odile, Sud-Ouest dans les Landes a réalisé durant toute une année le portrait de femmes au parcours exceptionnel. Certaines d'entre elles sont à nos côtés. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé à travers ces rencontres ? Eh bien, ce qui m'a frappé, ce sont les parcours de courage et d'engagement. Notre propos n'était pas forcément de mettre en valeur des femmes d'exception, elles le sont, mais nous avons voulu aussi rencontrer des anonymes qui œuvrent dans l'ombre sur le soutien à leur père. Je veux pour exemple les personnes, une tatoueuse par exemple qui reconstruit les femmes après les opérations mammaires suite à un cancer du sein, des agricultrices, notamment pionnières dans le syndicalisme agricole. Nous avons rencontré également des femmes politiques qui se sont battues aussi pour la reconnaissance de leur place dans une activité plutôt masculine. Nous avons rencontré également des sauveteuses côtières qui ont une force physique incroyable et qui nous racontaient qu'elles avaient parfois des personnes qu'elles secouraient et qui lui disaient « Ah non, je veux pas être secourue par une femme ». Voilà, donc on a essayé de mettre en valeur ces personnes. On a démarré notre série rédactionnelle le 8 mars 2021 et donc on le clôt aujourd'hui. Donc toute la rédaction de Sud-Ouest dans les Landes a participé. Nous avons une agence à Dax, une agence de Mont-de-Marsan, des photographes, des sportifs, des éditeurs également qui nous aident à valoriser tout notre travail rédactionnel. Donc c'était vraiment un travail d'équipe et donc nous avons voulu le conclure par cet événement, une remise de trophées qui sera dévoilée donc, le 11 mars sur Sud-Ouest et puis donc avec l'aide de Sud-Ouest Publicité qui s'est monté des événements, nous avons aussi décidé d'y mettre du contenu et avec le partenariat de Team Sama, nous avons monté ces deux tables rondes, donc la première qui est visible en replay sur notre site Sud-Ouest et puis la seconde ce soir donc sur ces questions de genre, voilà, parce que c'est un questionnement sociétal et les jeunes générations ils sont plus habitués, mais la nôtre un peu moins et celle de nos parents encore moins. Donc on va essayer cet après-midi de décrypter ce que ça veut dire. Et donc on a l'honneur d'accueillir Alexia Serenis, qui est une Landaise et qui habite non loin de Mont-de-Marsan. Donc vous avez 23 ans, vous êtes chauffagiste et vous jouez comme deuxième ligne
pardon, 23. 35 ans. 35 ans, pardon. Vous avez inversé. Non, pas 32. Donc, vous avez 35 ans. Et donc, vous êtes chauffagiste de métier. Vous jouez comme deuxième ligne et parfois troisième ligne au club de rugby de Lons, donc un club équivalent au top 14 pour les femmes. Et donc, après 23 ans de rugby, voilà, je savais bien qu'il y avait un 23 quelque part, vous démarrez chez les garçons. Et notamment, vous êtes passé par le Stade Montois, par les Espoirs. Vous avez fait une pause. Et on vous a revu sur les terrains, mais cette fois-ci, pas en tenue de garçon, mais en tenue de fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette transformation? Alors, alors, pour la tenue, c'est la même. Hein. Que ce soit les hommes ou les garçons, on a la même. On a short, chaussettes, maillot. Là-dessus, ça ne change pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je ne devais pas reprendre le rugby avec les filles à l'époque parce que pour moi, ça faisait partie de mon passé. Quand j'ai fait ma transition, pour moi, le rugby, c'était un vecteur qui me permettait de rester dans les rails de la société. Un homme, ça agit comme ça fait ça. Étant donné que c'était un sport qui est dit très viril, masculin, et voilà, qui développe toutes les valeurs du patriarcat un petit peu. C'est en discutant simplement avec un client lorsque je faisais un entretien de chaudière et il m'a dit pourquoi tu rejoindrais pas l'équipe des filles. Je dis bon, je sais pas, peut-être. Et en fin de compte, il m'a redonné l'envie et en mars 2016, j'ai rechaussé les crampons et j'ai rejoint l'équipe du Stade Montois Rugby féminin. D'accord. Et alors là, comment ça s'est passé avec vos congénères, vos consoeurs? Ouais, ça s'est très très bien passé. J'ai eu un super accueil au niveau du club. Certaines m'ont vu jouer en tant que garçon, donc et ça je ne le savais pas. Donc ça a été une petite surprise lors du week-end d'intégration. Je leur ai dit un petit peu mon parcours pour éviter des messages derrière notre dos. Voilà, plein de choses. Alors, moi, j'aime bien poser les choses, que ce soit clair. Et quand j'ai pris la parole devant tout le groupe et devant les entraîneurs, et à la fin, il me dit « Mais Alexia, je t'ai déjà vu jouer quand tu joues en espoir ?» Je dis « Ah, bon, d'accord. » Et donc voilà, non, ça s'est très très bien, j'ai été très bien accueilli. Donc à l'époque, mon président c'était Didier Courtade, avec le staff Éric Guardia et Guillaume Solana. Ils m'ont dit que ça posait aucun problème pour eux et que s'il y avait des soucis, ils étaient là pour me défendre. Donc, et j'avais tout le groupe derrière moi. Ce processus de transformation, c'est quelque chose qui vous a soulagé? C'est une pensée que vous aviez depuis longtemps, de changer alors de genre, de sexe, vous allez nous dire, de devenir une fille? En fait, on ne le devient pas, on l'est déjà, on le sent déjà au fond de nous. Enfin, moi, j'ai commencé à me poser vraiment des questions à l'âge de 6 ans. Voilà, alors la transformation, c'est Goldorak qui se transforme. On fait une transition. Voilà. Non, il n'y a pas de mal. De toute façon, on y reviendra sur des termes. Et je risque d'être borderline ou même hors de la ligne souvent. Non, je suis désolée. Il n'y a pas de mal. Voilà, en fait, je me posais déjà des questions dès mon plus jeune âge. Et alors moi, c'est dans les années 90, on n'en parlait pas du tout. On parlait à peine de la première Gay Pride en 92, donc on parlait de transidentité à ce moment-là. Et encore, à cette époque-là, on parlait de transsexualité, donc c'était pas... Nous, maintenant, on n'utilise plus ce terme puisque ça ramène à la psychiatrisation et à une pathologie. Donc maintenant, on parle plus de transidentité, mais j'ai fait ma transition, je me suis assumé en tant que tel à l'âge de 25 ans. Donc voilà, j'ai mis longtemps avant de comprendre vraiment ce qui se passait chez moi. Vanina Gourgue, vous représentez Fiertéland, donc Pierre l'a dit, une association qui vient en aide et en soutien aux LGBT+. Est-ce que vous rencontrez beaucoup d'Alexia dans votre quotidien, dans vos permanences de Fiertéland? De plus en plus, j'aurais tendance à dire. On en parle de plus en plus, elle s'assume de plus en plus aussi.
Donc effectivement, on en accueille un petit peu plus. Après, comme je l'explique à votre confrère, notre unité est encore toute jeune sur Mont-de-Marsan, donc on a encore un peu de recul, enfin très peu de recul là-dessus. Donc, mais c'est en bonne voie en tout cas. Et ce sont des personnes qui sont, Alexia, vous pourrez nous en parler, mais plus en demande de questionnement ou en souffrance réelle ? Finalement, le questionnement peut devenir une forme de souffrance aussi. Donc, dans les deux cas, ils viennent nous voir en général. C'est tellement diversifié. Je veux dire, il y a des personnes qui entament leur transition, d'autres qui sont en plein dedans, d'autres personnes qui l'ont terminée et qui sont là pour aider et soutenir ces futures femmes en devenir dans cette société. C'est divers, en fait. De la jeunesse de votre entité landaise. Pourquoi il n'y avait pas de structure auparavant dans le territoire ? Est-ce que le territoire commence à prendre conscience justement que des personnes ont besoin d'être représentées ? Je pense que c'est une prise de conscience qui arrive sur tout le territoire. Pas que sur les Landes, pas que sur la Nouvelle-Aquitaine. Je pense que c'est une prise de conscience qu'il y a un petit peu partout. Ici, effectivement, on avait un manque d'écoute, puisque l'antenne de Fierté-Landes de base est sur Dax et sur Saint-Paul. Donc ça nous permettait, ici à Mont-de-Marsan, d'offrir à la communauté montoise justement un lieu d'écoute et d'accueil, parce que c'est pas parce qu'on ne nous voit pas qu'il n'y a pas de problématique ici, surtout dans les villages ruraux. Margot Labarthe, vous êtes présidente de Team Sama, donc une association féministe inclusive qui aide les personnes à repérer les facteurs de discrimination et qui théorise également ces concepts. Donc vous avez pu constater que j'étais absolument pas à la page au niveau du vocabulaire. Justement, la question, est-ce qu'on parle de sexe ou de genre ? Alors, on parle de sexe quand on parle de caractéristiques biologiques, c'est-à-dire qu'à la naissance, on est assigné fille ou garçon en fonction des organes biologiques avec lesquels on va naître. Et ensuite, on parle de genre en termes de construction sociale. Donc, quand on a cette assignation de sexe à la naissance, on a des caractéristiques qui vont avec la société attribue des caractéristiques sociales au sexe féminin et au sexe masculin. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, par exemple, à encourager les petites filles à être douces, à être attentives, à être calmes. Et c'est des termes qu'on va utiliser très régulièrement, alors que les petits garçons, on va leur conseiller, on va accepter qu'ils soient beaucoup plus bruyants, qu'ils soient très compétitifs, on va les inciter même à la compétition. Et donc tout ça, ça va être marqué en fait tout au fil de la vie. On peut prendre l'exemple des catalogues de jouets. Pour Noël, les catalogues de jouets, la partie pour les petits garçons, c'est bleu. Pour les petites filles, c'est rose. Et donc, le genre, c'est une construction sociale qui prend en compte plein de facteurs tout au long de la vie et qui peut aussi évoluer en fonction des époques. Voilà, pour ne pas faire trop long et trop complexe. Alexia, justement, vous avez été marquée pendant votre enfance. On vous avait catégorisé garçon. Catégoriser garçon, oui, forcément, parce que mon identité biologique, c'était le sexe masculin. Mais après, pour en revenir au niveau des jouets, moi, je suis pas trop poupée, donc. Mais par contre, j'avais commandé une dinette quand j'avais 5 ans, donc c'est. Que vous aviez reçu sans problème. Et exactement, tout à fait. Le Père Noël me l'avait amené. Et non, moi, j'étais pas trop je regardais pas spécialement ça, donc je regardais ce qui me plaisait en fait. Donc. Est-ce que vous êtes d'accord avec Margot sur le fait qu'on catégorise ? Oui, totalement. C'est vraiment très très orienté. Et même quand moi j'adore l'univers des animés. On voit les animés qui sont faits vraiment pour les filles et d'autres pour les garçons. Ça reste encore très binaire, on va dire, même si on le voit de moins en moins. Mais oui, on a vraiment cette... on va dire que c'est dans notre éducation. Enfin, moi, je suis avec mes parents, je suis né dans les années 80, donc on a encore cette éducation qui est un petit peu binaire et orientée. Donc, à qui dites-vous ? C'était un frein à l'affirmation de votre identité, justement, cette manière de catégoriser les garçons, les filles, dès le plus jeune âge. Oui,
Je pense, et c'est surtout... Après, peut-être, c'est par rapport à mon histoire, ça a été l'incompréhension avec mes parents, parce que je me suis fait attraper petite avec les vêtements de ma mère, mais bon, ça, c'est autre chose encore. Mais oui, le regard des autres me faisait énormément peur. La peur d'être rejeté, la peur de pas être normal, en fait, d'être, voilà, tout simplement montré du doigt. Donc, oui, ça m'a forgé une double personnalité. Dorian et Marie, vous êtes élèves en seconde donc, de la cité scolaire Gaston Crampe d'Aire-sur-l'Adour et vous participez à l'atelier web radio encadré par vos enseignants qui sont là et qui nous ont aidés également dans le dossier Sacrée Landaise. Qu'est-ce que vous inspire ces questions d'identité et de genre, Marie? Est-ce que c'est un thème, par exemple, que tu abordes avec tes camarades de classe? Alors, ce n'est pas forcément un thème qu'on va aborder implicitement entre nous, non. On le fait, bien sûr, parce qu'on en parle en classe, donc on essaie déjà de nous sensibiliser. Mais on n'a pas eu énormément de cas, comme Alexia, donc qui sont venus nous témoigner. Donc, c'est quelque chose, quand même, qui est resté assez abstrait à nos yeux. D'accord. Est-ce que tu as conscience que chez toi, par exemple, on catégorise encore, chez toi ou chez les camarades, les filles, c'est fait pour faire ceci, les garçons, c'est fait pour faire cela? Oui, la société nous a formés depuis qu'on est dans notre plus jeune âge que toi, tu es une fille, donc tu devrais plutôt aimer ça. Toi, tu es un garçon, donc tu devrais plus faire du rugby, comme avait dit Alexia. Il y a beaucoup de sports comme ça aussi où ça se retrouve. Enfin, moi, je ne le voyais pas forcément parce que je faisais de l'équitation qui est devenu un sport relativement mixte. Mais je voyais que dès que, par exemple, on essayait d'avoir une conversation un petit peu plus musclée ou par contre, on essayait de se bousculer et tout ça, « Ah, mais t'as un comportement de garçon » ou alors les garçons, au contraire, qui essayaient de parlementer, « Non, mais t'es un peu trop doux, là, on aurait dit une fille. » Et je trouve pas ça normal, déjà, que ça soit une insulte. Enfin, en quoi le fait d'être traité du genre opposé, ça devrait être une insulte. Enfin, on est tous pareils et on devrait tous, normalement, être égaux. Dorian, est-ce que tu as été témoin, toi, de discrimination d'une personne qui est en recherche d'identité ou en mal-être par rapport à son identité sexuelle de naissance? Alors oui, effectivement, j'ai déjà en tout cas entendu et vu certaines personnes que je connaissais qui ont justement pas ce problème d'identité, mais se posent des questions justement sur leur identité. Entendre d'autres personnes qui les entendaient se poser ce genre de questions, dire mais je comprends pas la société d'aujourd'hui à se poser ce genre de questions ou autre. Et ce que moi je trouve totalement immature, surtout que j'ai entendu ça, j'étais justement cette année-là en seconde, et donc c'est des secondes voire plus grands, et je comprenais pas du tout le fait que justement ils disaient ce genre de remarques. On devrait juste accepter le fait qu'ils se posent ce genre de questions. C'est même un avance au niveau de la société. Alexia, est-ce que vous avez fait des interventions en milieu scolaire? Non, pas encore. C'est une idée peut-être ça? Ça va pas tarder. Je vais participer à Vic en Bigorre c'est des étudiantes en BTS qui font une petite sensibilisation. Donc c'est début avril. Mais je pense qu'avec Fiertéland, ça devrait pas tarder, parce que j'aurais proposé mes services aussi, donc, mais pas encore. Il faudra en parler au directeur académique des Landes. Margot Labarthe, je vous voyais acquiescer de ce que disaient Dorian et Marie à l'instant. Pensez-vous que les jeunes générations sont mieux informées, mieux sensibilisées à toutes ces discriminations courantes que vous combattez au quotidien ? Oui, nécessairement, parce que d'une part, c'est des questionnements qui ont émergé vraiment ces dernières années. Et je pense que les réseaux sociaux ont joué un grand rôle là-dedans, parce que c'est une plateforme, ce sont des plateformes qui permettent à des personnes qui n'avaient pas la parole, qui étaient invisibilisées très souvent, de s'exprimer, et de s'exprimer plutôt librement, même si Instagram pratique une censure plutôt colossale. Mais en tout cas, il y a ces moyens-là. Je ne sais pas si vous, c'est des plateformes qui peuvent vous aider, mais en tout cas, j'ai l'impression que sur les questions de genre,
précisément et sur tous les combats féministes et les questionnements féministes d'aujourd'hui. On voit rien que le mouvement MeToo, c'est parti de Twitter, et heureusement que ça a eu lieu, parce que je pense que cette émulation autour des questions des droits des femmes et des personnes minorisées aujourd'hui n'en serait pas là. On serait certainement pas là s'il n'y avait pas eu MeToo aujourd'hui. Et donc je pense que ces jeunes générations sont beaucoup plus enclines à entendre ces questionnements et comme le disait Dorian, à même les encourager. Vous êtes d'accord, Vanina Gourg? La censure qu'il y avait autrefois peut-être dans les médias, aujourd'hui on trouve une liberté de parole, d'expression sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On voit apparaître de plus en plus de groupes de jeunes, justement, qui vont même créer leur propre groupe sur Facebook ou sur Instagram, afin de pouvoir débattre justement de ces sujets, chose qui était absolument impossible il y a quelques années. Donc oui, il y a une grande avancée au niveau de l'ouverture, en tous les cas, de la parole. Il y a les institutions aussi qui bougent, qui commencent à bouger. Grâce à vous, la Fédération française de rugby bouge aussi. Il y a eu des changements notoires et il y a une commission dont vous faites partie, la cadette. Vendredi, d'ailleurs, vous êtes à Paris pour un colloque sur l'égalité hommes-femmes qui est organisé par le Comité national olympique. Refaites-nous un petit cours d'histoire sur la FFR. Qu'est-ce qui a fait bouger ? Et quels ont été les changements notoires ces dernières années? Mais alors, c'est très récent, puisque en fait, la FFR a mis dans son règlement l'inclusion des personnes trans dans son règlement. Donc, toutes les personnes trans peuvent pratiquer le rugby en compétition, donc depuis le 17 mai de l'année dernière, donc 17 mai 2021. Et à l'issue de ce règlement, on m'a proposé de rejoindre la cadette, donc la commission antidiscrimination égalité de traitement, que j'ai accepté de rejoindre. Et donc, avec Sandra Forgue, on s'occupe de tout ce qui est transidentité au sein de cette commission. Et voilà, et donc et pour souligner, la FFR est la première fédération en France à inclure les personnes trans dans son règlement. Et c'est un petit peu aussi, pas pour contrer, mais si un petit peu, oui, World Rugby qui, en 2020, avait mis l'hypothèse dans un premier temps, d'exclure la pratique des femmes trans dans le rugby sous couvert de préserver l'intégrité physique des joueuses. Et au final, quand ils ont posé le règlement, c'est devenu un avis, une contre-indication à ne pas sélectionner, à sélectionner les femmes trans au niveau international. Donc, à l'heure actuelle, World Rugby déconseille, d'une interdiction, on est passé à une recommandation à ne pas sélectionner. Il y a encore du travail à faire aux instances internationales et la FFR est la première fédération à prendre position officiellement. D'autres fédérations ont pris position officieusement. Ils ont dit on ne vous écoutera pas, mais ils ne l'ont pas dit officiellement. Et donc voilà, mais en tout cas, la fédération, la FFR, fait beaucoup de travail. Il lutte généralement sur toute forme de discrimination, et notamment par le biais de la cadette. Et donc, vous me disiez également, quand on s'est au téléphone, qu'il n'y avait pas besoin d'être opéré, pour parler clairement, pour jouer. Par exemple, dans une équipe féminine, si on était avant dans une équipe masculine, ça c'est un changement très important. Oui, alors il y a quand même quelques petites règles à respecter malgré tout. Afin de respecter l'équité sportive, une femme trans qui ne subit pas de parcours chirurgical peut intégrer une équipe féminine dans le cas où elle a une année d'hormonothérapie et un taux de testostérone inférieur à 5 nanomoles par litre de sang. Voilà, ce seuil a été fixé par le CIO il y a quelques années. Donc on a repris ce seuil et voilà, tout ça c'est vraiment pour respecter une équité sportive. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors,
je suis totalement d'accord. Après, pour le niveau hormonal de testostérone, ça, par contre, ça, je peux pas, je suis pas scientifique, donc ça, je peux pas le juger. Mais par contre, en référence à mon passé, je sais que si on ne met pas de règles, ça peut être très problématique. Voilà, parce que je me souviens de mes capacités physiques, je me souviens des performances que j'avais, et je pense que ça ne serait pas du tout équitable de pouvoir jouer avec, surtout dans un sport de contact, avec les filles sans traitement hormonal. Margot Labarthe, vous avez aussi un regard d'historienne, hein, puisque vous êtes étudiante à l'Université d'Angers par correspondance. En tout cas, là, puisque vous êtes là, vous n'êtes pas à l'université, mais en tout cas, vous travaillez justement sur l'histoire du droit des femmes dans les Landes dans les années 70 et 80. C'est votre regard d'historienne qui m'intéresse. Ces concepts, ces transitions, est-ce que justement ce sont des thèmes qui sont récents dans notre société? Bon, je ne suis pas vraiment un regard d'historienne. Oh, Je ne voudrais pas prétendre à une position que je n'ai pas. En tout cas, je sais sur le territoire des Landes, mais comme le disait Vanina, en fait, c'est quelque chose qui est en train de se répandre un peu partout. Effectivement, ça a été longtemps cantonné, ces genres de réflexions, aux grandes villes, aux universitaires. Mais là, c'est des choses qui descendent un petit peu en région. Mais les droits des femmes, alors plus que les droits des femmes que les droits des personnes minorisées de la communauté LGBT, c'est des choses qui sont installées sur le territoire landais depuis au moins les années 70 avec le planning familial, les années 80 après, puisque avec Mitterrand, le ministère des droits de la femme et les CIDF, les délégués aux droits des femmes, enfin l'égalité femmes-hommes. Donc tout ça, c'est arrivé effectivement. Et c'était pas les mêmes problématiques à l'époque. Donc forcément, on n'abordait pas les mêmes thématiques. Mais tout ce qui concerne le corps des femmes, les droits des corps des femmes à disposer de leur corps comme elles l'entendaient, donc avec la contraception, avec les IVG, avec toutes ces choses-là, ça, c'est des choses qui sont arrivées, des combats qui ont été menés et portés aussi ici. Après, les questions de genre très spécifiques, qui sont propres aux années 80 aux États-Unis, ça a commencé, puis c'est arrivé par chez nous un tout petit peu après, comme souvent. Je ne peux pas dire, puisque c'est certainement autour des années 90 que c'est arrivé aussi vers chez nous. Je ne peux pas dire, puisque ce n'est pas la période que j'étudie. Mais en tout cas, je pense que dans le département des Landes, c'est quand même un peu plus récent. Après, je pense que ça, c'est Alexia qui saura mieux le dire, puisque c'est elle qui est la plus confrontée à ces questions-là et qui surtout a eu à s'interroger là-dessus et donc à chercher, j'imagine, des actrices, des acteurs dans le coin qui pouvaient peut-être t'aiguiller. Non, c'est un combat solitaire que vous avez mené toute seule. À mon époque, je connaissais personne, donc j'avais pas de référence, j'avais rien du tout. Donc c'est si à droite, à gauche, peut-être en boîte de nuit, peut-être en rencontrer une, échanger, et ensuite on a eu les premiers forums où c'était plus confidentiel, quoi. Oui, voilà. C'était quelque chose de plus confidentiel, mais c'est pour ça aussi, je pense que Team Sama et Fierté Landes sont arrivés sur ce territoire en même temps. C'est parce que c'est des questions qu'il fallait aussi qu'on puisse, auxquelles on puisse réfléchir ici ensemble. Pas que ça reste cantonné à des grandes villes. Est-ce que vous diriez que c'est l'héritage des combats aussi que menèrent les femmes en général et puisqu'on est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est-ce que vous pensez que c'est l'héritage un petit peu de ces luttes des personnes minorisées, les femmes, des personnes de couleur aussi, et toute leur lutte, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a eu aussi un gros travail de lutte. Est-ce que vous pensez du coup que c'est l'héritage de ces combats ? Nécessairement, ça ne peut pas être autre chose. Mais il n'y a pas que les droits des femmes. C'est effectivement plein de luttes qui se rassemblent. Et les personnes trans et les personnes de la communauté LGBT en général ont été vraiment aussi d'une grande importance dans ces combats-là. Et elles ont fait avancer beaucoup de choses aussi. Ça a commencé, comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis, et puis c'est arrivé ici aussi. Mais c'est un travail collectif. Je pense qu'il y a tellement de facteurs différents à prendre en compte
que effectivement c'est important qu'il y ait différentes communautés et que les communautés quand même arrivent à travailler ensemble et à faire émerger des choses ensemble. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui se passe dans ce qu'on pourrait qualifier d'une 4e vague féministe, c'est qu'il y a l'intersectionnalité, donc le fait de prendre en compte les différents facteurs de discrimination qui est au centre de ça, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos différents combats. Je ne sais pas si c'est le bon terme, dans nos luttes joyeuses. Justement, Marie et Dorian, si vous ne deviez retenir qu'une chose aujourd'hui de ces débats, quelle serait-elle? Et peut-être avez-vous des questions à poser à nos invités aujourd'hui, bien précises, Dorian? Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu de là, tout ça, c'est que la société a quand même pas mal évolué. On peut voir avec Alexia qui, au début, n'avait pas vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure, de symbole, enfin pas de symbole, mais de représentation, voilà, merci, de représentation pour un peu t'aiguiller. Et là, aujourd'hui, on a des associations qui sont là un peu plus pour nous aider nous aiguiller vers ça. Et je trouve quand même que ça a quand même pas mal évolué au niveau de ça. Absolument, le progrès, ça avance, et donc nous sommes là effectivement pour porter la parole de tous ceux qui combattent les discriminations. Voilà, je crois qu'on va pouvoir... Oui, bien sûr, Margot. Parce que je trouve que ce que Dorian a dit, c'est intéressant aussi. Elle disait qu'Alexia n'avait pas forcément de représentation. Et dans les questions du genre, justement, et de la communauté LGBT et puis des combats féministes, l'important, c'est d'avoir ces représentations, d'avoir des mots pour nommer les choses. L'intersectionnalité, ça a été créé dans les années 90 aussi par une juriste afro-américaine qui s'intéressait à une problématique qui concernait une femme noire et qui était donc à l'intersection du sexisme et du racisme. Et en fait, mettre des mots sur ces choses-là, sur les choses qu'on vit tout le temps, c'est important. Et donc, le genre, c'est pas femme-homme. C'est qu'il y a beaucoup plus enfin, il y a un panel d'identités qui est beaucoup plus large que ça. Il y a des personnes donc transgenres, il y a des personnes cisgenres donc qui sont conformes au genre qui leur a été assigné à la naissance, qui s'identifient comme telles. Donc moi, je suis une femme cisgenre, c'est-à-dire que j'ai été assignée femme à la naissance et que je me sens femme. Et il y a aussi des personnes non binaires. Enfin, il y a un prisme qu'il faut pas négliger. Donc le homme-femme, il faut aller plus loin et ne pas avoir peur de nommer. Et je pense que l'écriture inclusive, par exemple, pour ça, c'est quelque chose d'important qui permet. Elle ou yel? Ça dépend de qui on a en face. C'est la personne qui choisit. Oui. D'accord. Bon, mais je crois que cette fois c'est compris. On tient notre mot de la fin, c'est la personne qui choisit. C'est la personne qui choisit. Merci beaucoup, en tout cas, mesdames et monsieur, de vos témoignages. C'est vraiment très, très enrichissant. Et voilà, on en sort toujours grandi. Pour conclure, une pensée pour les Ukrainiennes qui se battent actuellement aussi pour le droit des femmes, pour la liberté, la démocratie et l'indépendance. Voilà, formons le vœu que ce conflit s'arrête. Ouais. Allez en paix. Merci beaucoup. Merci à tous.